C'est ce qui termine ce deuxième bloc pour l'opposition officielle. On poursuit avec le deuxième groupe d'opposition et le député de Laurier-Dorion pour 17 minutes 3 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je salue également vos collègues. Et on va, comme vous pouvez vous y attendre, on va continuer avec les PEC. C'est les sujets du jour. Donc, on connaît la petite histoire, mais abolition du fermeture et ensuite abolition du programme PEC. Mais il y a eu une mobilisation rarement vue au Québec, réunissant des milieux complètement opposés. Imaginez-vous les syndicats et les patronats ensemble, les universités, les milieux municipaux, les régions, etc., pour demander à votre gouvernement de revenir sur cette situation, sur cette fermeture-là. Et les slogans qui étaient très portés par l'ensemble des personnes concernées, en particulier, c'est qu'ils sentaient qu'il y avait une trahison de la parole donnée par les Québec, parce que c'est beaucoup, la plupart en fait de ces personnes-là, avec leurs familles, étaient arrivés s'installer ici avec la promesse qu'ils pourraient, s'ils remplissaient les critères, bien évidemment, qu'ils pourraient obtenir les convoités certificats de sélection du Québec et en bout de ligne la résidence permanente, etc. Donc voilà, suite à cette pression-là, votre gouvernement annonce qu'ils allaient réouvrir les PEC, mais de façon restreinte. Donc, on sait que ça va, vous allez accepter dans le cadre du programme de la réouverture du programme PEC seulement 29 000 personnes. Et vous estimez qu'il y en a 125 000 personnes qui pourraient être concernées. On va y revenir, mais l'écart est considérable. De 29 000 à 125 000, c'est presque un petit peu moins que 100 000 personnes. Donc, êtes-vous d'accord, monsieur le ministre, que vous êtes en train d'accomplir une quart de la promesse que vous avez faite? Bon, on va essayer de corriger un peu ce que vous avez dit, là. J'ai répondu à ces questions à vos collègues, puis je vais y revenir juste pour qu'il y ait une meilleure compréhension pour ceux qui nous écoutent et pour vous-même. Il faut comprendre d'où on part. Vous l'avez dit, cible pluriannuelle 45 000, 29 000 immigrants économiques, 10 500 regroupements familiales, 5 700 dépoussières autres réfugiés. J'ai à travailler avec le 29 000. Il y aura une combinaison quand le PEC va rouvrir dans les prochaines semaines. Il y aura une combinaison où on aura deux programmes, comme le PRTQ de l'époque et le PEC. On aura à travailler avec les deux programmes et nécessairement, on aura à travailler avec 29 000 qui est la cible qu'on s'est donnée d'ici 2029. Alors, de définir précisément qu'il y en aura-tu 28 500, 29 000, il y en a combien qui vont y répondre? Si vous me demandez le chiffre, je ne peux pas vous donner le chiffre. Donc, on expose des possibilités. Moi, ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent présentement, c'est qu'on va répondre à ceux qui répondaient aux conditions du PEC, que ce soit pour le PEC diplôme, le PEC travailleur. Je les ai appelés, ces gens, les oubliés. Donc, donnez-moi encore un peu de temps. Je l'ai mentionné que l'annonce sera faite avant le 12 juin, avant la fermeture, avant la fermeture de la législation, donc pour annoncer à tout le monde, aux gens qui attendent la réouverture du PEC, quelles seront donc les conditions premières pour donc déclarer leur intérêt. Alors, c'est extrêmement... c'est ambitieux, on va le faire, mais c'est impossible présentement, M. le député, là, pour votre gouvernement, de dire précisément que ça va être 14 500, 14 500. On a travaillé avec le 29 000, puis on aura à définir selon le flux. Tout à fait, mais si on prend votre chiffre de 125 000 personnes, c'est le chiffre utilisé par le gouvernement, on pourrait se poser des questions, mais bon, c'est le chiffre donné par le gouvernement, mais il faut rentrer tout ce monde-là dans un quota de 29 000. Là, il y a énormément de gens qui vont être déçus. Donc, vous remplissez votre promesse qui est très, très partiellement. C'est ça l'objet. Là, Monsieur le député, vous partez avec la prémisse que c'est 125. Moi, je vous dis que c'est un chiffre qui est comme ça, là. Donc, c'est impossible pour moi de vous donner une fourchette. Donc, la fourchette, moi, je vous dis que si vous regardez, exemple, le nombre de PEC dans les années 2023-2024, vous pourriez définir que le PEC
PEC diplôme, PEC travailleur pouvaient répondre à peu près à 17-18 000 personnes par année. Donc, si c'est le même chiffre, on pourrait avoir à travailler avec ce nombre lors de la réouverture pour la première année, pour la deuxième année. Donc, moi, je vais travailler avec le nombre de déclarations qu'on aura lors de la réouverture. Puis, on va travailler, comme je vous l'ai mentionné, avec les deux programmes qui vont être en combinaison pour les deux. Est-ce que, je dois comprendre, Monsieur le ministre, que c'est votre nombre de 29 000 personnes, ça pourrait fluctuer? Faut juste, je me suis peut-être mal exprimé, là, c'est 29 000, c'est pas par année, c'est par année. Là. 29 000, c'est par année. C'est par année? C'est par année. Donc moi, le chiffre d'immigration économique avec lequel je vais travailler, c'est 29 000 par année. Par année. Mais dans ces cadres-là, 50%, la moitié, c'est ce qu'on comprend, là. Est-ce que c'est le cas? Là? Je vous pose la question. La moitié de ces 29 000 sont alloués aux gens PEC travailleurs étudiants. C'est le cas? Je vais annoncer tout ça dans les prochaines Donc, on ne sait pas encore. On ne sait pas si ça va être un tiers de 29 000, la moitié. On est dans le flou, là. On n'est pas dans le flou, mais on va annoncer ça très rapidement. Très bien, monsieur. Écoutez, d'autre part, pourquoi vous avez, on sait, et vous l'avez expliqué tantôt, que les PSTQ, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a une productivité plutôt faible à l'heure où on se parle. Et peut-être, en tout cas, on souhaite, il va y avoir un traitement plus rapide des dossiers. Il le faut parce qu'on travaille avec des grands chiffres. Et on est dans quelques centaines ustensiles, alors qu'il faudrait produire par mois des milliers, voire des milliers de permis. Pourquoi ne pas avoir donné la priorité pendant 2 ans aux gens du PEC et avoir attendu d'ouvrir les PSTQ plus tard? Il y a plusieurs... Alors que vous avez dit que c'est deux publics sensiblement similaires. Bien, 80 on fait un chiffron, là. Bon. Des applicants au PEC ont un profil PSTQ. Donc, pour ces gens, ça va répondre encore aux différents volets qu'on a mis en place, que mon prédécesseur a mis en place. Puis dans ces conditions, bien, vous comprenez d'où on part. On avait 3 projets pilotes, on avait le PRTQ, on avait le PEC. Et nécessairement, on avait une belle vitesse de croisière. Donc, cette vitesse de croisière avec le PSTQ, on va l'atteindre aussi. On souhaite l'atteindre là, donc, dans les prochaines semaines. Heureusement aussi, on ramène le PEC. Donc, on aura une combinaison, comme j'ai mentionné tantôt, des deux programmes, comme le PRTQ à l'époque et le PEC le faisaient ensemble. Donc, on va arrimer ces deux programmes pendant une période de 2 ans lors de la réouverture pour être capable de répondre à ceux qui ont été oubliés. Mais je reviens avec ma question, Monsieur le ministre, puisque c'est un public sensiblement similaire, pourquoi ne pas avoir donné toute la place aux gens issus du PEC là, et avoir attendu les PSTQ alors qu'il s'agissait de répondre à une demande pressante de la part de ces gens-là qui quotidiennement perdent leur permis de travail là, de façon dans un très grand nombre? Bien, rapidement, il y avait pas une pression, mais nécessairement, il y avait un défi. Je pense que je l'ai mentionné au début à la première question du député de l'Acadie. Il y avait un défi pour moi, puis pour le gouvernement, de mieux régionaliser. Donc, ces immigrants, ces nouveaux arrivants au Québec. Grosso modo, on fait un chiffron, là, il y avait à peu près 1 personne sur 4 du PEC qui se régionalisait. Est-ce que c'était assez? À ce moment, on acceptait ça. Le défi du PSTQ de mon prédécesseur, c'était nécessairement d'amener puis d'augmenter cette régionalisation qui est présentement, en moyenne, 60 %. Et globalement, au Québec, on est passé d'une vingtaine de pourcents, comme j'ai mentionné tantôt, à 40 % globalement en 2025. Donc, pour nous, c'est un beau défi, c'est un beau succès qu'on veut continuer. Alors c'est ça c'est la combinaison des deux. Comme je vous disais tantôt, le 29 000 va être à travailler autant avec le PSTQ que le PEC. Et la décision a été prise l'année passée de mettre fin au PEC parce que le PSTQ allait mieux régionaliser dans une certaine mesure le défi de l'immigration. Et nécessairement, bien, c'est ce à quoi on va travailler maintenant pour la réouverture avec la combinaison des deux programmes.
Monsieur le ministre, il y a eu un article dans le Devoir aujourd'hui qui nous dit grosso modo 1500 permis de travail ouverts expirent chaque mois au Québec. Donc c'est des gens qui vont devoir normalement partir. 1660 en juin, 1515 en juillet, 1815 en août, 1380 en septembre. Donc en ce moment, le Québec est encore en train de connaître une hémorragie de main-d'œuvre qui est déjà installée, qui travaille, qui contribue, qui paye des impôts. Là. Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter cette hémorragie-là et comment qu'on peut, et c'est des gens, je suppose que c'est des gens pour la plupart qui sont des postulats OPEC, là, la situation urge, monsieur les ministres. Comment vous allez traiter cette problématique-là? Première chose, pour le PSTQ, ceux qui avaient un permis, ceux qui ont un permis fermé, premièrement, on va prioriser ceux qui ont un permis. On va prioriser ceux qui ont un permis qui venait à échéance. Deuxièmement, on a demandé au fédéral de renouveler les permis fermés, ce qu'ils ont accepté. Ce qu'on souhaite aussi du côté de la politique de resserrement qui a été mis en place par le fédéral, qui a été appliqué dans des régions RMR de Montréal, Ottawa, Gatineau, Drummondville, et quand vous avez un taux de chômage au-dessus de 6 %. Donc, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de renouvellement de permis qui se font à part dans certaines catégories d'emploi, exemple santé, construction. Donc, ce qu'on a demandé, c'est qu'on soit capable d'avoir premièrement, un droit acquis pour le nombre de travailleurs, pourcentage du nombre de travailleurs, et nécessairement de renouveler aussi les permis applicables qui venaient à échéance pour ces gens. Vous avez demandé. Quelle est la réponse? On étudie. On étudie. Pour moi, oui. On étudie avec le fédéral présentement la demande que nous avons faite. Donc, il n'y a pas de réponse encore? Pas de réponse encore. Malheureusement, la chose qu'on a demandé, qui est importante de comprendre, c'est que la politique du fédéral est applicable aux zones RMR. Donc, quand on parle de Montréal, RMR, vous le savez que c'est beaucoup plus large que Montréal et Laval. Nous, on leur a dit, votre politique de resserrement, appliquez-la seulement à Montréal et Laval et permettez donc aux entreprises à l'extérieur donc de ces deux centres, de ces deux grands centres, d'avoir donc droit acquis, le fameux 10 % de travailleurs étrangers temporaires ou 20 % selon la situation en santé, exemple. Donc, d'avoir le même nombre de travailleurs étrangers temporaires dans ces territoires et ces régions, et nécessairement de renouveler les permis qui pourraient arriver à échéance. Donc, si je comprends bien votre explication, Monsieur le ministre, vous demandez des assouplissements, des extensions des permis de séjour pour les gens hors Montréal et Laval, et les gens de Montréal et Laval, là, leur permis, une fois expiré, là, ils vont devoir quitter. Donc, vous avez décidé que les postulants PEC du Montréal et Laval, là, c'est fini l'histoire. Il faut faire attention. Il ne faut pas penser qu'on oublie Montréal et Laval dans cette situation-là. Le fédéral applique dans les RMR où il y a un taux de chômage au-dessus de 6 % des politiques de resserrement. Malheureusement, présentement, il y a 3 régions, Drummondville, Outaouais, Montréal, qui ont des taux de chômage au-dessus de 6 %. Donc, cette politique de resserrement est applicable à ces zones RMR. Nous, on leur a dit, vous pouvez assujettir votre politique, même pour nous, Montréal, Laval, et laisser les régions à l'extérieur. Exemple, prenez mon environnement. RMR, Montréal, ça va jusqu'à Saint-Jean. On est presque à la 2e banlieue, là. Donc là, on leur a dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'appliquer. Exemple, j'ai une entreprise de Drummondville qui me dit, François, je perds 3 soudeurs, 3 employés mécaniciens immensément qualifiés, leur permis vient à échéance, mais ils sont à Drummond dans une zone où le taux de chômage est au-dessus de 6. Donc, si il appliquait juste pour ce que nous, on souhaite Montréal-Laval, cet employeur, présentement, ne perdrait pas ces mécaniciens ou ces travailleurs qui, pour lui, sont immensément importants dans son modèle d'affaires. Je veux changer de thématique, Monsieur le ministre, la question de la francisation. Et on assiste
à des coupes importantes, à une diminution importante du réseau. Et votre prédécesseur avait affirmé qu'il y avait une baisse de 33 000 à 6 000 en un an au Québec. Mais il y a comme une dissonance entre les données du terrain versus ce que le ministère de l'Immigration nous dit. Et, d'une part, on nous dit qu'il y a une baisse d'immigration, donc il y a, il y a moins d'offres en francisation. D'autre part, on nous dit que vous pénalisez la formation en milieu scolaire. Qu'en est-il, monsieur le ministre? Oui, ça, c'est une bonne question. On va régler certaines choses. Je vais essayer de faire ça juste 2 minutes là, pour respecter le temps du député. Là. Quand on a décidé en 2023 de mettre sous le même chapeau Francisation Québec, c'était pour répondre nécessairement aux différents partenaires que nous avions à gauche et à droite pour mieux franciser les nouveaux arrivants. Depuis la création de Francisation Québec en 2023, ça a été un vif succès avec les différents partenaires. On a formé en 2023 de mémoire 93 000 personnes. Il y a nécessairement une légère baisse pour les années qui viennent de suivre parce que nécessairement l'immigration est légèrement à la baisse. Donc, quand on entend ou quand j'entends qu'il y a une baisse donc, du financement, le financement cette année pour la francisation est à la hauteur de 256, je fais un chiffron, 256-258 millions de dollars. Il y a près de 133 partenaires sur le territoire québécois. Il y a près de 900 personnes qui sont formées pour franciser donc les différentes classes, franciser oui, donc les nouveaux arrivants. Alors je vous dirais que depuis la création de depuis la création de Francisation Québec, on peut juste applaudir le travail qui a été fait autant du côté volet entreprise que le volet immigration et nouvel arrivant. Est-ce que ça coûte plus cher de franciser dans le milieu scolaire à cause des brevets des professeurs que dans les milieux non scolaires? Non, le coût que ce soit francisé par le MIFI ou par le ministère de l'Éducation, à la base, par personne de mémoire, là, c'est le coût est le même. Très bien. Et le niveau de professionnalisme des gens du MIFI versus le MEC, les compétences sont similaires. Très bien. Encore ici, on manie de gros chiffres et votre prédécesseur s'est vanté d'avoir offert des services d'apprentissage en français à près de 77 000 personnes depuis le 1er avril 2025. Les témoins que l'an dernier, 90 000. Mais est-ce que c'est des gens qui ont complété le parcours, qui se sont inscrits? Merci beaucoup. C'est ce qui termine ce bloc-ci. Vous en aurez un autre dans